tu peux prendre le micro ou pas? Ouais. Vas-y. Let's go. Salut Guillaume. Salut Richard. Écoute, je suis très content de t'accueillir ici à Voleurs-Montagne. Donc on est accueilli par Greg Fayard, ouais, qui est en plein milieu de la nature et qui pour le coup est important pour toi parce que c'est ici que logent les Emotion. Mais ça, on en parlera tout le long de notre épisode. Avec plaisir. Il y a quelque chose qui est très important que tu dois connaître, c'est très commun de Rider Radio, tous les invités y passent, c'est pour toi, quelle est la définition de l'aventure? Ah putain, j'avais oublié cette question. La définition de l'aventure, l'aventure c'est déjà sortir de chez soi, c'est sortir de son confort, c'est forcément rencontrer des gens, c'est apprendre, et quand on rencontre des gens et qu'on apprend, on revient forcément grandi. Et ça, c'est pour moi le plus important quand on part. Peu importe quel type d'aventure tu vis. Est-ce que toi, dans cette définition que tu viens de donner, tu te sens aventurier? Oui, à mon échelle, oui. C'est sûr que j'ai pas fait le tour du monde en bateau ou quoi que ce soit, mais à mon échelle, oui. Moi, tu sais, je suis un contemplatif. C'est-à-dire, dès que je sors chez moi pour aller visiter une région que je connais pas, ça peut être à 5-10 km de chez moi ou à 1500-2000. En fait, ça me fait kiffer, quoi. Ça me fait kiffer. Alors, on va pas se la jouer sur les présentations. Nous, on se connaît depuis déjà un petit moment. On s'est rencontrés en Inde grâce à Vintage. On a bossé pas mal ensemble. Oui, bien sûr. Maintenant, on est potes. Oui. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? C'est important, moi, de te poser la question d'abord de l'aventure. Bien sûr. Mais voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, bien sûr. Je m'appelle Guillaume Esco. J'ai 41 ans. Effectivement, on s'est rencontrés chez Vintage Rides, donc qui fait des voyages en Royal Enfield un petit peu de partout. Donc en Inde, on s'est rencontrés et actuellement, donc je bosse pour créer un événement autour de la mobilité électrique et également, on fait des stages grâce à Greg, chez qui on est, comme tu le disais. On fait des stages off-road avec une marque de moto qui s'appelle Electric Motion, dont on parlera certainement un petit peu plus. Exactement. Après. Ouais. Exactement. Là, on a parlé d'électrique, mais avant tout ça, il y a eu du thermique. Pour toi, ça a toujours du thermique. Toujours, ouais. Ok. Très important ouais. de le savoir. Ouais. On n'abandonne peut-être pas comme ça non, le thermique. Pas le thermique. Aujourd'hui, je choisis pas un camp, disons. On a l'impression que quand on voit tous les commentaires sur les réseaux sociaux on a l'impression de devoir appartenir à un camp, moi pas trop. Je suis aussi bien excité par le thermique et l'électrique que j'ai découvert beaucoup plus récemment et qui me plaît beaucoup, je dois dire. Tu disais que tu as commencé à faire de l'électrique, mais toi, tu as commencé quand? De faire de la moto, du deux roues, c'est venu comment? Écoute, j'ai fait du deux roues, on va dire, j'ai commencé bien entendu comme tout le monde par le vélo, mais très jeune, assez jeune, j'ai été vite mis sur un vélo. Là, il n'y avait pas de question, là. Il n'y avait pas de question d'électrique, de thermique. Et puis c'était dans les années 80, donc voilà. Et puis je pense qu'à partir de 9 ans, 10 ans, j'allais chez un pote là dans ma région d'origine sa mère avait une 102 qui traînait dans le garage et on a commencé en fait à faire du deux roues thermique avec cette 102. Et pour moi, comme pour tout le monde, on sait tous ce que ça fait d'avoir mis les fesses sur une mobilette pour une première fois et d'avoir ressenti cet effet-là de liberté, quoi. Et nous, on s'est marré avec cette 102 dans le lotissement. On a dû saouler les gens pendant des après-midi entières. Mais franchement, c'était génial. Et déjà, cette sensation, tu vois, de liberté. Puis on commençait, tu vois, à toucher. Enfin, je veux dire, une 102, c'est assez simple, tu vois. Donc, on commençait à faire un petit peu de mécanique, à toucher à tout. Donc non, c'était vraiment cool. Après, après, forcément, on a eu 13-14 ans, donc ça a été l'époque de la mobilette et puis des scooters. Et moi, je me souviens, quand j'ai eu 14 ans, je pense que ça faisait déjà 2 ans que je saoulais mon père. Je voulais absolument avoir une mob ou un scooter, un truc et tout. Il y avait que toi à la maison qui Non, moi j'ai 3 sœurs. J'ai une grande sœur qui avait déjà eu un scoot. Okay. Et elle avait eu elle a eu un scooter
scooter également, c'était un Honda Vision. Tu iras checker un peu sur internet. Okay. C'était moche comme scooter, mais super scoot, hein, cela dit, mais c'était moche. C'était vraiment les premiers scooters des début des années 90 et c'était pas un super beau design. Et moi, j'allais avoir, donc elle a 3 ans de plus que moi, et je me disais, mais je vais avoir son scoot et je veux pas et tout, je veux pas avoir ce. Et bon, bah, je l'aurais eu, c'était comme ça, voilà, c'est voilà. Et puis en fait, mon père m'a fait un immense plaisir puisque bah, j'ai eu le jour de mes 14 ans une Yamaha DT50 mais sans vitesse. C'est-à-dire qu'à l'époque il y a les premières derbies qui arrivaient, les derbies 50 à vitesse, etc. Et en fait j'ai eu une Yamaha DT50 et moi je vois ça et je dis j'ai une moto de ça, c'est carrément bien, c'est excellent. Mais la réalité en fait est un peu tout autre, c'est que en fait il n'y a pas de vitesse, c'est une moto qui est très lourde, qui roule pas très vite et bien entendu, tu vois, il voulait pas que je me gaufre avec, donc il m'avait dit attention, la moto est en rodage, donc tu dépasses pas les 45-50, tu vois. Et je dis ouais, bah pas de problème et tout, il y a pas de souci, j'étais tellement refait d'avoir cette moto, donc pendant, je crois qu'on avait dit 500 ou 1000 km, je sais plus, tu roules à 45-50 km/h. Et donc j'étais là, putain, j'ai dû faire les 500 km ou les 1000 km, je sais plus, mais en une semaine, même pas, j'avais fait que rouler. Je dis ouais, c'est bon, maintenant je peux y aller et accélérer, tu sais, et aller voir jusqu'où je peux aller. T'allais pas beaucoup plus vite. En fait, j'allais pas plus vite. Et c'était la grosse déception, et j'étais là, mais non, en fait, et tout ça avance que dalle. Et en fait, c'est assez marrant parce que nous, avec nos potes, on avait tous des scooters, des bécanes, et on se rejoignait tous. À l'époque, on n'avait pas trop de portables, tu sais, c'était vraiment au milieu des années 90, on n'avait pas trop ou fin des années 90, on n'avait pas trop de portables, etc. Et on savait qu'on devait absolument se rejoindre sur la place de Chambeuf, qui était le petit village à côté, à 13h30, 14h le samedi. Et on le savait, on n'avait pas besoin de s'appeler, on savait que tous les potes, et on était une vingtaine, tu vois. Et on se rejoignait et on partait faire des tours, etc. Et tous, ils avaient des bécanes, soit des mobs un peu trafiqués, donc ça avançait, soit des scouts un peu récents et tout. Et moi, j'étais avec ce DT50 et j'avançais rien. Et j'ai eu le surnom de voyageur parce qu'ils m'appelaient tous le voyageur parce que j'avais le temps d'admirer le paysage. Et voilà, et ça est resté un peu entre mes potes. Puis après, j'ai changé, j'ai eu un... Je te coupe juste, mais c'est marrant, j'ai l'impression que tu me parles d'une époque, c'était dans les années 60-70, parce que parce qu'aujourd'hui, tu vois plus trop de jeunes qui font ça, qui se retrouvent. On voit des gamins qui ont des bécanes, alors maintenant qui sont vachement bien. Ouais. Moi, je me rappelle que la première vraie moto, que j'ai eue, c'était dans un petit quartier là où on habitait, tu vois, en Auvergne. Et il y avait un pote à moi, il avait une Raiju, on ne savait jamais exactement, c'était un truc espagnol, sans doute Raiju d'ailleurs. Et il me dit bah tiens, viens si tu veux. Moi j'étais frappé de moto, surtout quand j'étais gamin, et là je me dis vas-y, bah ouais, je te la teste. Je monte dessus, il me dit vas-y, par contre je monte derrière. Ok, et il y a une grande ligne droite juste devant chez moi, à fond, je passe toutes les vitesses. Ça j'avais arrivé à gérer, tu vois, embrayage, je passe les vitesses, mais moi j'avais jamais descendu de vitesse de ma vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Et là je prends l'embrayage et je descends toutes les vitesses. Donc, le Raiju de 50 cm de moteur, non, j'étais peut-être à 60, tu vois, dans une descente, pareil, tu vois. Et je descends toutes les vitesses. Et je l'entends gueuler. Non Lâche doucement l'embrayage. Et là, je lâche vraiment à fond. Et là, la moto, forcément, elle freine à mort. Lui, il était un peu lourd, il m'écrase. Je sais pas comment on a fait, mais on s'est pas écrasé, tu vois. Mais ouais, j'ai ces souvenirs. Alors moi, c'est un petit peu plus tard, tu vois, années 2000, après et tout. Il y avait encore, on n'avait pas trop de portables aussi, et donc le divertissement, c'était la bécane, le foot, etc. Et ça, c'était un moment qui m'avait marqué. Après, j'avais explosé un scooter d'un pote. Après, il y en a d'autres, mais ça, c'était notre truc. On faisait toujours, tu vois, partir. La journée, c'était vraiment une expédition. Bah, tu vois, tu parlais d'aventure. Bah, la journée du samedi, surtout le samedi après, et la soirée, c'était en soi une aventure parce qu'on allait forcément dans un endroit qu'on connaissait pas. Souvent, on allait, je sais pas, faire un petit feu dans une forêt, tu vois, et puis on emmenait une gratte ou tu vois, ou même on passait franchement des moments, je me dis, mais on s'emmerdait pas. Et pourtant, on faisait rien d'exceptionnel, tu vois. On avait juste notre 2 roues et puis on discutait toute l'après-midi, machin. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? On se retrouve pour aller bouffer un morceau. Et en fait, on avait que... Mais franchement, c'était trop cool, quoi. Ouais, parce qu'il y avait que ça.
il y avait que ça, donc il y avait pas d'envie de divertissement autre que ce qu'on avait là. Donc, exactement. Mais j'en veux pas aux petits d'aujourd'hui. Tu sais, il y a tellement de trucs. Et ils trouvent d'autres activités. Si on vivait notre jeunesse aujourd'hui, on ferait pareil sur nos portables, nos machins et tout. Donc il y a pas à comparer, mais juste. C'est juste que je suis content d'avoir vécu en fait, tu vois, cette période et c'était cool. Et souvent avec les potes d'enfance, on en reparle, tu vois, on se dit putain, c'était quand même sacrément bien quoi d'avoir vécu ça. T'as cette jeunesse un peu autour du deux roues quand même. La suite logique, c'est que tu passes le permis, j'imagine. Eh ben non. Okay. Non. En fait, ensuite je me suis mis au 125. Mon père avait acheté une Suzuki, une 125 TS que j'ai adoré. C'était super. Alors je pouvais pas aller rouler parce que j'avais pas le permis, donc je roulais par chez moi, les champs, etc. Et j'ai adoré cette moto. Je sais pas, j'aimerais bien en retrouver une d'ailleurs aujourd'hui parce que je la trouve trop stylée cette moto. Elle était rouge. Et c'était trop bien et puis à l'époque j'avais 2-3 potes qui commençaient à se mettre à l'enduro et puis j'ai commencé l'enduro. Moi à ce moment là j'ai acheté un 125 KX. Ok. Mais j'y connaissais rien en mécanique. La vérité, c'est que je me suis éclaté avec cette moto. J'ai roulé un peu, mais je l'ai gardé peut-être 1 an et demi, peut-être 2 ans maximum. J'ai eu un problème sur le moteur. J'ai pas réussi à la toucher. J'avais, je sais pas, peut-être pas trop de pognon pour la réparer et tout. Je l'ai revendue comme ça. Et ça a été, tu vois, 2 années où je me suis éclaté quand même à moto, dans les chemins, etc. Et puis après, bien sûr, 18 ans, le permis voiture. Tous mes potes, beaucoup de mes potes passent le permis moto et moi, je le passe pas. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi, je sais pas. Moi, j'ai fait des études un petit peu longues, tu vois, et du coup, je sais pas si c'est le fait, tu vois, d'avoir. Après, avec mes potes d'enfance, on s'est un peu séparés parce que eux, certains ont commencé à bosser, d'autres ont fait des études ailleurs, et puis t'en as certains, comme moi, qui ont continué un peu ailleurs, et puis j'en ai pas ressenti vraiment le besoin, et puis donc c'est resté comme ça. Et la réalité, c'est que j'ai passé 10 ans sans faire de bécane. Et ça t'a pas manqué ? Alors, parce que j'ai continué à faire du deux roues un petit peu parfois quand j'étais en voyage et tout, mais ça m'a pas super manqué. En fait, je me suis mis à me dire faut que je passe le permis parce que j'avais envie de voyager. Tu vois, j'avais envie de voyager et voilà. Et puis j'avais quand même 2-3 de mes potes, quand même en été ils partaient et j'étais là, waouh, je suis quand même con de pas avoir passé ce permis là. Maintenant, faut que je me retape le code, faut que tu vois. C'est marrant comme motivation, passer le permis pour voyager. Ouais, écoute, je rêvais d'un truc, c'était je rêvais d'un truc, c'était de traverser les États-Unis et ça m'a repris en fait. J'ai voyagé tard, moi déjà d'une manière générale, j'ai voyagé assez tard et puis au bout d'un moment, j'ai dit c'est cool d'aller visiter des endroits mais en fait, je pense qu'à moto, ça doit être un truc de fou. Et en fait, ça m'a motivé et dès que j'ai passé le permis, tu vois, après je suis parti en week-end parfois avec les potes, j'ai retrouvé le truc, putain, mais c'est trop bien, pourquoi j'ai pas fait ça avant et tout. Mais c'est comme ça. Mais là, t'as passé le permis donc pour réaliser ce rêve d'aller aux États-Unis. Ouais. Tu l'as passé et t'es parti tout de suite aux États-Unis ? Alors, j'ai passé le permis octobre 2013 et je suis parti l'été 2014. Ok, ouais. C'est vraiment l'objectif. Ouais, carrément. Okay. J'ai dit à un moment, je peux plus. Puis à l'époque, je bossais pour BMW en auto, mais ils avaient une concession moto. Et donc, du coup, je voyais tout le temps des bécanes passer et tout. Et puis j'ai dit là, en fait, faut y aller quoi. Et puis surtout, on avait le droit de prendre des bécanes, tu vois, de temps en temps, et pour aller faire des tours et tout. Et donc là, moi, j'ai dit, vas-y, je le passe, tu vois. Et ça se passe comment, toi, les États-Unis ? T'arrives aux États-Unis, tu loues une Harley, j'imagine. C'est un gros gap, quoi. Permis, voyage, Harley aux États-Unis. C'est vrai que c'était, c'est encore un coup de tête, quoi. J'ai quitté mon taf. Je pense que j'ai pris mes billets d'avion peu de temps après. Ouais. Alors j'avais quand même un truc facile aussi, c'est que j'avais un de mes potes qui revient beaucoup dans mes voyages, c'est mon pote Joe, qui lui bossait à Chicago. D'accord. Dans le domaine de la soudure. Et il m'avait dit viens et tout. Et puis il me dit moi je bosse, mais j'arriverai à prendre des vacances. Pas de problème. Chicago, Harlem, Milwaukee, pas très loin et tout, donc j'ai dit vas-y c'est trop bien, parfait, je fonce. Donc j'ai pris mon billet, je suis allé le voir et j'ai traversé les États-Unis une fois un aller par la route 66 et le retour par plutôt le nord, Montana, Dakota, etc. Et j'ai fait ça en voiture, en bécane et en stop. T'as fait tous les... Ouais, et c'était... Ouais, c'est un de mes plus beaux voyages en fait, les États-Unis, parce que
Parce que en fait, c'est pas le ride en lui-même, parce que t'es sur une Harley, bon, tu cruises, bon, ça c'est trop bien, parce que moi j'avais jamais vécu cette sensation, et c'est trop bien, et quand bien même c'est des grandes lignes droites, tu vois, de 50, 100 km, c'est super bien, mais c'est tous les à côté qui me sont revenus à la gueule, toute la culture que tu as pris dans les années 80, les années 90 sur les États-Unis, dans les séries, dans les films, le sport. Ouais. Et bah tout ça, ça est revenu d'un coup. Et en fait, en traversant les États-Unis, tu passes dans des grosses villes, tu passes dans des régions arides, tu passes dans des régions de culture, tu passes dans des régions montagneuses. Et en fait, à chaque fois, tu as un truc. Donc j'ai plein d'anecdotes, bien sûr, mais tu as un truc qui te revient, tu sais, de tel film, d'un road movie, je sais pas moi, tu vois, d'Easy Rider, ou je sais pas, ou d'un truc même plus con, d'un film la première fois que je suis allé aux États-Unis, c'était à New York. Ouais. Là, c'était vraiment un vol low cost, et j'arrive et j'avais pas de bécane, rien. C'était vraiment juste visiter New York. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'était les pompiers. Ouais. Tu sais, t'entends les pompiers et tout. Tu te dis, oh. Mais oui, là, ça les sirènes, les trucs. Spider-Man, Batman, tous les Marvel dans New York. Là, c'est bon, on y est, quoi. Tu vois. Exactement. Non, franchement, c'est vrai. T'as l'impression d'être dans un film. Ouais, là, je vois ce que tu dis, là, quand tu roules à bécane en Harley. On n'avait pas parlé de ça, mais je dis souvent, quand on cruise ou en moto, on place vraiment les pensées, la philosophie, on peut penser à beaucoup de choses quand on cruise, moins quand on fait du tout-terrain. Et justement, c'est hyper intéressant aussi de tout s'oublier, enfin de tout oublier et de penser à qu'est-ce qu'on fait à l'instant présent. Et le off-road, pour ça, c'est très bien quand on a un quotidien un peu dur. Le off-road, tu veux débrancher le off-road, c'est génial. Top. Ouais. Mais cruiser, c'est terrible parce que ça permet de faire plein de choses et de se sentir vraiment dans le pays. Et là, cruiser aux États-Unis, j'arrive à imaginer. Ouais. C'était génial, c'est des rencontres de ouf. Moi, j'ai été impressionné par l'accueil des Américains. J'ai tout le temps été bien accueilli. Ouais. Et j'ai des anecdotes là-dessus où, franchement, c'est incroyable. J'ai tout fait, tu vois. J'ai fait de l'autostop. Je me suis fait prendre par des flics en autostop dans des endroits, dans des états où c'était interdit. La moto, je me suis fait accueillir chez des gens sur des trucs de couchsurfing et tout le temps super bien accueilli. Du woofing, tu sais, où tu vas travailler dans les fermes et tout. Honnêtement, j'ai toujours reçu un superbe accueil et franchement, j'ai eu une expérience des États-Unis extraordinaire. Extraordinaire. Et c'était top. Et puis même d'un point de vue histoire, tu vois, la route 66, c'est pas que une simple bande bande d'asphalte qui va de Chicago à Los Angeles. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que t'as parlé des études qui étaient très longues de ton côté. On se connaît, donc je sais ce que tu as fait. Donc, tu as fait des études dans la géographie. Géographie, cartographie. Voilà, donc ça, c'est des choses aussi qui t'ont marqué, j'imagine, quand tu les vois sur les cartes et maintenant quand tu es dedans. C'est un peu ça. C'est-à-dire que je pense que les études que j'ai faites, c'était pas pour avoir un métier. J'aurais dû y penser avant. Mais je pense que c'était pour assouvir une sorte aussi et un besoin de voyager et j'ai pas pu faire parce que nous, dans ma famille, on n'est pas des grands voyageurs. Tu savais pas que tu voulais voyager peut-être à l'époque aussi. Si, parce que franchement, j'ai commencé, je me rappelle, chez ma grand-mère, je trouvais des vieilles cartes Michelin. Ça m'a toujours passionné. Je les ouvrais, je les ai collectionnées. J'en ai dans un coffre chez mes parents encore, avec des vieux tracés, des vieilles routes sur des cartes européennes, etc. Et ça m'a toujours fasciné, tu vois, même quand j'avais le scout et tout, j'ai toujours adoré ça, tu vois. Et je pense que j'ai eu ce besoin de me dire allez, vas-y, tu vois, fais ça, t'as envie de faire ça, t'as envie de connaître. Et franchement, ça m'a pas appris un métier, mais ça m'a vraiment ouvert. J'ai appris beaucoup de choses et je pense qu'il faudrait que beaucoup de gens fassent des études de géographie pour s'ouvrir en fait au monde, parce que ça touche à plein de domaines. Ça touche à de la physique, ça touche à je sais pas moi, à de la géophysique, à de la politique, à de l'histoire. Enfin, ça touche à tout. Et c'est passionnant. C'est passionnant. Est-ce que, par rapport à ce voyage aux États-Unis, est-ce que justement ça a été ce déclic en se disant c'est bon, je veux voyager, mais surtout à moto? Ouais, parce que au préalable, j'avais déjà un petit peu voyagé. Dès que j'ai commencé à avoir, si tu veux, de l'argent, j'ai tout de suite commencé à voyager. Donc j'avais fait déjà avant les États-Unis des bonnes expériences de voyage. C'était super intéressant. Mais en rentrant des États-Unis, j'ai eu tout de suite le crush. J'ai dit, si je trouve un boulot dans les voyages et la moto, c'est tout bénef là. Parce que c'est vraiment, c'est ce que j'ai adoré et ce serait génial. Et j'ai eu de la chance parce que ça s'est passé comme ça. C'est quoi la chance? Tu l'as provoqué? T'as fait comment? Non, je sais pas comment te dire. Je suis rentré.
Je suis rentré, c'était au mois de septembre-octobre, un truc comme ça. Et puis, je naviguais sur Internet, un peu, cherchais des tafs, tu vois. Et puis, je sais plus sur quel site je vais, un site d'emploi, tu vois, dans le monde de la moto. Vu comment s'appelle le site, mais peu importe. Et puis, je trouve Vintage Rides et je vois qu'ils cherchent quelqu'un, mais moi, mes compétences, c'était plutôt des compétences, parce qu'après après la géographie, j'ai arrêté, j'étais plutôt commercial, on va dire. Et donc, mes compétences, dès lors, elles étaient quand même plus commerciales qu'autre chose. Et donc, je vois cette annonce Vintage Rides et c'était, je crois que c'était une annonce dans le marketing et tout. Moi, j'y connaissais rien, mais je vois Delhi, Inde. Et là, je fais... Mais ce serait tellement... Et je vois comment ce qu'ils font. Je connaissais pas Royal Enfield, parce qu'ils font des voyages en Royal Enfield. Je connaissais pas du tout cette marque. Je connaissais pas l'Inde. C'est pas un pays qui m'attirait à la base, mais je me dis, allez bosser là-bas, c'est le meilleur moyen de le comprendre. Et c'est top, tu vois. Ouais, il faut avoir ce recul quand même. Hein. Oui. Bosser, Delhi, ok, non, je connais pas ce pays, j'y vais, je connais rien au truc. Non, c'est sûr, surtout que tu vois, j'avais déjà peut-être 32 piges, 30, tu vois, il y en a qui préfèrent se poser, machin, et j'ai jamais trop eu ce truc, tu vois. Et puis, bah, je me dis, allez, j'envoie une candidature. Mais voilà, c'est pas une candidature, c'est une déclaration d'amour. Mais non, mais tu sais, c'est toujours, tu t'enflammes, tu dis, bah moi, voilà, je viens de faire ci, je viens de faire ça, je suis passionné, je serais ravi. Bon, j'y connais rien en marketing, mais si vous avez un poste dans tel ou tel domaine, voilà, ça peut m'intéresser, quoi. Et en fait, je me fais contacter. Et on passe une demi-heure avec un responsable de l'époque qui était à Delhi, là, Ben. Et puis c'est marrant. On a fait en fait comment tu dis, l'entretien d'embauche, c'était que des questions sur tes voyages, ton machin. Ouais, t'as fait un petit tour du monde, machin. Tu peux me raconter si ça. Ouais, ok, on finit. Bon bah ok, on te rappelle. T'sais. Ok, ça marche. C'était où là? C'était au téléphone. Au téléphone, c'était au téléphone. Okay. Ok, on te rappelle, pourquoi pas. Je dis bon, bah, j'ai raconté un peu ma life, on n'a rien parlé des compétences potentielles et tout machin, ou requises en tout cas pour un potentiel poste. Je dis bon, ok. Et puis en fait, le boss de l'époque, qui aujourd'hui mon associé sur un autre projet, me rappelle. Et puis, mais ça, je te dis, il s'est passé 3-4 jours entre les deux coups de fil. Ouais, rapide quoi. Ouais, c'est rapide. Ouais. Et un mois après, je suis à Delhi. Exceptionnel. Ouais. Et un mois après, en fait, je suis à Delhi parce que, bah, vas-y, t'arrives. Ils auraient même voulu que j'arrive avant. J'étais là, waouh, tu sais, ça va trop vite. Tu sais que ça ressemble beaucoup à ma candidature que j'ai posée à Vintage aussi. On n'a jamais vraiment parlé, mais quelques années plus tard, après quand on s'est rencontrés, moi j'ai fait exactement pareil. Mais sauf que moi j'étais déjà en Inde. Et pareil, je fais une déclaration d'amour à Vintage parce que, en fait, quand j'envoie le mail, je ferme mon ordinateur tout de suite en disant, c'est pas pour moi. C'est mort, ouais. C'est mort. Ouais. Tu sais, moi, quand j'étais gamin, je voulais être footballeur ou pilote de chasse. Ouais. Tu sais, c'est genre de rêve. Tu te dis, bon, ok, c'est un rêve, c'est ok. Là, c'était un peu le même truc. C'était, j'ai envie de réaliser ce rêve-là, donc je vais quand même poser ma candidature, mais c'est trop beau pour moi. Ouais. Donc ça n'arrivera pas. Donc je ferme l'ordinateur et j'ai complètement zappé le truc. Et puis 3-4 jours après, pareil, je reçois un mail en me disant... Ils vont croire à Vintage, il suffit d'envoyer un mail et ils vont recevoir des CV recevoir des CV de ouf. Bon, maintenant ils sont en France, donc c'est différent. Et en fait, ils me contactent. J'arrive à Delhi, je rencontre Flo, Florian, qui est sur Clermont maintenant, et qui me pose des questions. On mange ensemble même. C'est même pas un entretien, tu vois, on mange ensemble et tout. Toi, t'étais pas là à ce moment-là. Je crois que t'étais en Thaïlande. Ouais. Et lors de l'entretien, il me dit, écoute, ça te dirait d'aller au Népal? Je dis ouais, ok, pas de problème. Et 2 jours après, je me retrouve au Népal. Alors, je guide pas, j'étais en formation avec Dinesh. Et je finis ce voyage au Népal. Et je me dis, je veux faire ça toute ma vie. Bon, après... Non, mais bien sûr. Il y a la famille, j'ai une petite... c'est important, c'est quand même des leçons, nous, qu'on a, du coup, un peu apprises. Tu sais, on est quand même... tu vois, on n'était pas des gamins non plus quand on a... tu vois, je veux dire...
Et je me dis, mais non, c'est vrai qu'on se fixe des limites, tu vois, c'est complètement... c'est dommage, quoi. Donc, il y a un truc dont tu as envie, qui te ferait plaisir, donne-toi tous les moyens pour y parvenir, quoi. C'est cool. Ça, c'est des sujets qui sont intéressants parce qu'on parle bien sûr d'aventure moto. L'aventure, elle peut être entrepreneuriale, elle peut être de faire le tour du monde, de tout lâcher pour faire de la compétition. Là, on est chez Greg qui a fait aussi beaucoup de compétitions, qui a mis de côté, on va dire, une vie normale pour ça, c'est sûr. vivre de la moto. Et il y a plusieurs niveaux, plusieurs levels. En fait, on peut vivre de la moto, on peut vivre des aventures autour de la moto dans plein de sujets. Ah oui. Et donc, on l'a appris pas à nos dépens, au contraire, on l'a appris tu rencontres des gens plaisir. Tu rencontres des gens qui font ça. Moi, je pense souvent à Sophie et François qui sont des amis, et Sophie et François, ça fait 15 ans qui vivent, plus de 15 ans qui vivent comme ça. Sophie qui écrit, François qui guide, et en fait, ils sont cette vie-là. Et en fait, c'est des gens super heureux, tu vois. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas une vie comme les autres, mais c'est extraordinaire aussi, tu vois. C'est extraordinaire. En Inde, ça y est, t'arrives à Delhi. Ouais. Clacasse comme tout le monde. Ouais, non, c'est normal. Non, c'est pas normal. Delhi, c'est une petite ville, une petite bourgade. Delhi, j'ai eu cette impression de revivre mon premier voyage à l'étranger. Tu sais, le premier voyage que tu fais à l'étranger où tu perds un peu tes repères, parce que ça parle pas la même langue, c'est pas les mêmes codes, etc. Eh bien, à force de voyager, non pas que tu aies de la lassitude, attention, mais bon, bien entendu, tu sais que tu vas perdre un peu cet effet waouh quand tu arrives dans un pays parce que tu as déjà un peu voyagé. Delhi, j'ai eu comme le premier effet que j'ai eu en voyageant une première fois. Tu vois, waouh, c'est incroyable, quoi. C'est bondé de monde, c'est une mégalopole, 25 millions d'habitants, c'est super pollué, ça grouille de partout. Mais j'ai été tout de suite bien. J'ai pas eu ce côté, tu vois, je me suis dit, waouh, ça va être génial. Et j'avais pas prévenu Vintage que j'arrivais. Je leur avais dit que je l'arrivais le lendemain. Je voulais vivre cette arrivée tout seul et pas me dire je vais tout de suite arriver chez Vintage. Je voulais vivre le truc tout seul. Je m'étais pris en plus un hôtel dans Old Delhi, donc c'est la partie vraiment, tu vois, hard, on va dire très populaire, on va dire de Delhi. Et je suis arrivé là-dedans et j'ai dit, waouh, ça va être un truc de fou, quoi. Et le lendemain, le lendemain que je suis allé au bureau et rencontrer l'équipe, etc. T'es resté combien de temps en Inde là Tout est pour tout, presque 5 ans, 5 ans. 5 ans, on va dire entrecoupé d'1 an en Thaïlande, mais sinon, 5 ans. Est-ce que là, on parle d'une vraie aventure, c'est-à-dire qu'on décide de partir, on sort de France, on va travailler dans un nouveau pays, qui est pour moi, je suis originaire de l'Inde, mais j'ai connu que l'Inde il y a que très peu de temps finalement, parce que j'ai vécu qu'en France, pratiquement, enfin même j'ai vécu qu'en France. C'est carrément un autre monde. Comment comment on s'acclimate à l'Inde, et dans toute cette idée de s'acclimater en Inde, quelle était ta part de moto? Alors, tu étais dans une boîte qui vend des voyages à moto à l'étranger. Toi, ta part personnelle dans un pays ou surtout dans une ville qui grouille de monde, faire de la bécane autour de tout ça, comment t'as vécu cette aventure? La première chose, déjà, t'arrives, il te faut un 2 roues le plus rapidement possible. Tu vois, tu cherches pas à te dire je vais prendre une bagnole ou quoi que ce soit, c'est un 2 roues pour pouvoir naviguer dans l'immensité de Delhi. Donc j'ai commencé avec un Bajaj, qui est on va dire le scooter Vespa. En fait, c'est la même chose que Vespa. Je pense qu'ils avaient dû revendre la licence à Bajaj, ou que ça avait dû être acheté, enfin peu importe, je connais pas l'histoire, mais qui est clairement un Vespa. Donc j'ai commencé avec ça, tu sais, les Vespa à 3 vitesses là. Et puis très vite, en fait, nous on vend des voyages en Royal Enfield, donc dès que j'ai commencé à avoir un peu d'argent quand je bossais, j'ai acheté tout de suite une Royal, donc ça a été une classique 500 chrome. Et voilà, et puis non, on s'acclimate plutôt bien, parce que, alors moi ce que j'adore en fait dans ce pays, c'est que t'as tous les sens en éveil en fait. Tu vois, tous les odeurs, les couleurs, tout explose à la gueule, et quand tu sors d'un hiver en France où c'est peut-être tout est plus ou moins gris et tout, là c'est et donc non, ça climate très bien, t'as envie de tout visiter. L'Inde c'est tout et son contraire, t'as envie d'aller voir tel truc un jour, tel autre truc un jour, qui n'a rien à voir, complètement opposé avec tout, c'est extraordinaire. Et puis tout ce qui est je sais pas, la street food, tout ça, enfin ce serait tellement long à tout raconter, mais non, oui, c'est une explosion de saveurs, quoi. C'est génial, c'est génial. Donc oui, et après forcément les collègues ont des bécanes aussi, et allez, tel week-end on va partir en dehors de Delhi, et puis on va à tel endroit, et puis après c'est parti, quoi. T'as envie de visiter tout le pays, tu vois. Donc donc on partait. Moi j'ai pas trop guidé chez Vintage, j'ai pas été trop guide. J'ai surtout voyagé à titre perso, mais c'était cool quand même aussi, quoi.
Et donc ouais, alors j'imagine que plein d'anecdotes à raconter sur les balades avec les potes et tout. Qu'est-ce que tu marques, enfin qu'est-ce qui te marque, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette aventure indienne à moto? C'est difficile en fait, tant elles ont été, tu vois, différentes. Mais c'est parce que en fait l'Inde du nord au sud, d'est en ouest, c'est quand même ultra différent. Enfin, je veux dire, t'as des gens qui ressemblent à des Tibétains au nord, plus des Africains au sud, à des Thaïs sur la partie est, tu vois. Donc c'est quand même mais non, tout j'ai un trip aussi qui était super, c'est le Ladakh et Cachemire que j'ai fait un été qui a été extraordinaire. La chaîne himalayenne, tu vois, dans toute sa splendeur, des immensités, non, ça a été extraordinaire. Le Cachemire aussi qui a été moi, j'avais jamais vu une zone aussi militarisée de ma vie, tu vois, donc c'était quand même assez impressionnant, tu vois. Et puis en termes de ride, non, c'est vrai que c'était top, le Ladakh, mais il y a plein d'endroits qui ont été géniaux, des endroits, tu sais, un peu moins connus, par exemple le Karnataka, qui est quand même une région indienne moins connue. Pour moi, ça a été un régal en termes de moto, des choses extraordinaires. On serait cru dans un Indiana Jones, quoi. C'est des temples perdus où tu peux. Puis tu sais, il y a comme c'est assez éloigné de tout, il n'y a pas trop de touristes non plus, donc t'es à moto, là où tu serais barricadé dans n'importe quel endroit, parce que attention, là tu roules à moto au milieu tu vois, tout en respectant les choses, hein, bien entendu, mais au milieu de vestiges et tout, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Il y a Vintage qui t'a permis aussi de sortir de l'Inde, et je sais qu'on en avait pas mal parlé parce que c'était une histoire qui me marquait. Alors je pense qu'il faudra peut-être faire un podcast par destination que tu as fait, Cachemire, Thaïlande, etc. On pourrait en dire. Mais il y a une histoire qui m'a beaucoup plu et je pense que ça serait aussi très intéressant que je l'interviewe un jour, c'est avec David. Et David forcément a une particularité. Est-ce que tu peux nous en parler de cette histoire? C'est une personne non-voyante et en fait en arrivant chez Vintage en 2015, c'était en avril, je crois qu'au mois de juin on me dit écoute, on a une personne non-voyante qui a réservé un voyage, qui adore voyager, et donc est-ce que tu veux être son pilote? Et puis moi tu te rends compte, c'est extraordinaire. Je dis bien sûr, ça va être une aventure de fou en fait. Donc oui, je veux vivre ça. Et donc c'est en Mongolie, tu vois. Et donc me voilà parti en Mongolie avec David que je salue parce qu'il regardera certainement la vidéo. Et donc on se rencontre, on s'était eu peut-être une petite fois au téléphone. Et on s'est rencontrés là-bas à Ulaanbaatar et on avait 2 semaines de moto à faire avec un groupe de Vintage, et moi j'étais son pilote et accompagnateur si tu veux. Donc on s'était dit bon allez, on se voit une soirée avant le départ du voyage, tu vois, histoire de quand même faire connaissance, etc. Mais c'est tout. Et en fait, c'est en vivant avec David que je me suis... Et c'est toujours pareil, c'est en expérimentant les choses que tu te rends compte vraiment de ce que c'est que le handicap, tu vois, d'être non-voyant. Parce que là, en plus, on est sur un voyage itinérant. Donc, on change tout le temps d'endroit. Et donc, forcément, tu perds tes repères à chaque fois. Mais c'est là que j'ai vu que, en fait, c'est extraordinaire. En fait, tu développes, tu vois, d'autres sens vraiment d'une autre manière. Tu vois, le soir, la première fois, le soir où on s'est vu, on a discuté, je le raccompagne à son hôtel. On rentre, il ouvre la porte de la chambre. Moi, je rentre le premier et je trouve pas l'interrupteur, tu sais, donc je reste à l'intérieur et lui rentre et il claque la porte et je le vois plus ou moins partir parce qu'il allait dans sa chambre. C'était pas la chambre, il y avait une sorte de petit salon puis ensuite la chambre. Et lui, il avait déjà tout repéré, tu vois, dans la chambre. Il avait déjà tout repéré, il était déjà parti, il avait déjà tout. Et là, je me suis retrouvé dans le noir à chercher le truc. Je fais, en fait, tu vois, là, c'est comme ça, quoi. Que c'est tout le temps, ces journées, elles sont comme ça, en fait. Et donc, je finis par retrouver l'interrupteur, on se dit au revoir, etc. Et on part en pleine steppe, quoi. Tu pars d'Ulaanbaatar, tu fais 40 bornes, t'es en pleine steppe. Et là, c'est pareil, tu vois, il faut arriver à décrire les choses. Je m'étais attendu, tu m'étais dit, va falloir que je lui décrive les choses qu'on voit, etc. C'est important, tu vois, au mieux. Donc, c'est très dur déjà de décrire les choses. C'est ce que je me suis rendu compte. Et puis, quand tu es une personne non-voyante, depuis la naissance, ce qui était son cas, c'est que tu as aucune notion. Depuis la naissance. Aucune notion des choses, en fait. C'est-à-dire que t'avais... là, David, tu vois, on est ça y est, on vient d'attaquer la steppe. Donc là, t'as de la steppe verte à perte de vue. Je te donne un exemple. Donc, va te représenter la steppe. Donc, parce que c'est ton imaginaire, en fait, à chaque fois. La couleur verte.
qu'est-ce que c'est que pour lui la couleur verte, tu vois. Et que des choses comme ça. Et en fait, c'était assez dingue parce que puis il en voulait encore, tu vois. Et c'était voilà. Et parfois, il voyait des choses entre guillemets que moi j'avais pas vu en tant que voyant. Donc il anticipait par exemple sur des odeurs, tu vois. Il me disait là il y a des chevaux et tout. J'étais là non, il y a pas de chevaux et tout. Et puis putain, si il y a des chevaux. Incroyable. Et en fait, tu vois, il avait, tu vois, et des choses comme ça. Un jour, vers le Terrin Sagan, c'est un endroit où il y a des lacs, où il y a un grand lac en fait d'origine volcanique. Et puis t'as un grand cône qu'on fait si tu veux en rando. On monte jusqu'au cône. C'est un cône parfait, tu vois, vraiment c'est splendide qui domine le lac. Et on monte à pied comme ça. On laisse les motos en bas, on monte. Et puis, waouh, donc c'est super beau, machin, on redescend. Et puis à un moment, il me dit, ah tiens, on prend pas le même chemin. Tu vois, on prend pas le même chemin qu'on. C'est fou, ouais. Et je dis, mais oui, effectivement, on prenait pas le même chemin, mais comment tu le sais? Et en fait, il avait capté le truc qu'à un moment, il y avait de la végétation sur quelques mètres qu'il l'avait bien frôlé, et à peu près au même endroit en descendant, il avait rien senti, tu vois. Et il avait. Enfin, je sais pas comment il avait fait, mais incroyable, tu vois. Et que des choses comme ça, que des choses comme ça. Je me souvenais aussi, quand on accédait, on arrivait, ils appelaient ça des cols, mais tu sais, c'est des paysages assez larges, si tu veux. Donc, le col, si tu veux, ça n'a rien à voir avec un col avec du gaz à bloc, tu vois, comme tu pourrais avoir, je sais pas, dans des parties du Népal, etc. C'est des cols assez larges, mais dès que je prononçais le mot col, il flippait en fait, parce que lui, le col, dans son imagination, c'est vraiment le truc, c'est haute montagne, tu vois, c'est avec du steep, tu vois, c'est vraiment... Et donc, je disais, non, t'inquiète pas, y a rien, c'est vraiment très large, te fais pas... Enfin, ça va être cool et tout. Et puis pareil, il avait peur qu'on chute, tu vois, ça c'était un truc, ce qui est normal, parce que tu maîtrises rien, tu vois, et puis on a quand même chuté un jour, parce qu'on avait passé un gros guet à moto. Et surtout, je lui disais, quoi qu'il arrive, garde tes pieds sur la moto. Parce qu'on était sur une Royale, mais il faut dire que David, c'est un gabarit, tu vois, c'est 1m90 qui doit peser à l'époque 90 ou 95 kilos. Sur la Royale, tous les deux, sur la Machismo, tu vois. Donc, et en fait, à un moment, j'ai dit, quoi qu'il arrive, pose pas les pieds par terre, même si ça chahute et tout, tu sais, dans le guet, etc. Et à un moment, c'est vrai que ça a beaucoup chahuté, et à un moment, il a je sais pas, il a peut-être posé le pied par terre ou quoi, ou moi, j'ai pas géré, je sais pas trop. Et on est tombés tous les deux dans la flotte. Et en fait, on s'est marrés tous les deux, parce qu'en fait, ça a été un soulagement, parce qu'il avait expérimenté la chute. Et puis, on s'est marrés, quoi. On était trempés et tout. Et, putain, c'est incroyable. Enfin, que des choses comme ça. Et puis, non, la dernière anecdote que j'aimerais raconter, parce que pour lui, c'était incroyable. L'avantage de la steppe et de ce pays, c'est quand même l'immensité, quand bien même il y a des différences de paysage. C'est un pays qui m'a marqué, c'est magnifique, tu vois. Le sentiment de liberté que tu as là-bas, c'est extraordinaire. Tu suis pas juste une route, tu vois, c'est vraiment pleine nature, etc. Et en fait, un soir, on était chez des nomades. Et on était dans une, on va dire, il y avait une rivière et de la steppe vraiment très très loin avec des montagnes en fond. Et c'était assez plat, tu vois, assez plat, juste de l'herbe un peu haute, etc. Et en fait, on l'a fait piloter la moto. Mais non. Il est monté sur la moto, on lui a expliqué l'histoire, la première, etc. Et en fait, donc resté juste en première, hein, il a géré en première. Ouais. Et en fait, il y avait, tu sais, une sorte de barre derrière, tu sais, derrière le siège. C'est une sorte de je sais pas comment on dit, mais enfin. De poignée passagère. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et en fait, moi, je le tenais, et il a avancé comme ça, tout ça dans la steppe. Et moi, je courais. Ça, je savais pas, ça, tu m'avais pas dit. Ouais. Ok. Et en fait, le mec a piloté, quoi. Personne. Ça doit être une expérience incroyable pour lui aussi. Fou. Et c'était son premier voyage. Je crois qu'il en a fait 2 ou 3 autres après avec Vintage. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais que ça soit pour lui ou que ça soit pour toi, ça a dû être une expérience dingue. Enfin, déjà, comment tu en parles, ça devait être dingue. Ouais. Pour toi, je pense que c'est aussi une expérience inoubliable, et pour lui, ça doit être pareil, ancré, quoi. Tu vois, on en reparle. Alors c'est vrai qu'on essaye de savoir de temps en temps au téléphone, et je le remercie parce que c'est souvent, je le remercie, c'est vraiment lui qui fait souvent le premier pas, etc. Et c'est cool. Donc on s'appelle, tu vois, à minima une fois par an. Ouais, vous êtes marqué à vie, vous y êtes. Ah oui, on a quand même aujourd'hui un truc extraordinaire, tu vois, c'était cool. Et c'est vrai qu'on se remémore le truc, et puis lui, il a envie, en fait. Ce mec-là, il a développé une passion pour la moto. Il a qu'une envie, et du coup, je lance un peu une annonce aussi via ton podcast.
ce mec-là n'a qu'une envie, c'est de rouler. Et si vous êtes pas, je sais que c'est un Alsacien, il est à côté de Strasbourg, et si il y a des gens par là qui font de la moto et qui aimeraient l'emmener une après-midi faire de la moto, c'est un mec magique, il est super gentil, il adorerait, il veut faire ça, tu lui proposes, on va faire de la moto, il y a pas de souci. Et moi, il m'appelait souvent, tu vois, pour est-ce qu'on va faire de la moto, machin. Bon, après, tu sais, c'est la vie reprend son cours et c'est toujours pareil. Mais et c'est pour ça que je lance un peu le truc, si jamais il y a des gens qui contactent ou je sais pas. T'as raison, le message est passé et ça serait trop bien grâce au podcast que quelqu'un appelle David et fasse un tour. Ce serait génial. Ce serait génial. Mais voilà, et c'était une expérience marquante. Marquante. Ça serait intéressant, c'est ce que je disais. Et puis David, ça serait bien qu'on ait son retour aussi sur cette expérience. On a eu ton retour sur ce que tu as vécu et ça serait cool de l'avoir sur ce podcast. Il serait ravi. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi. On a eu bien sûr l'occasion d'en parler beaucoup. C'est que tu as fait un virage presque à 90 degrés, à 180, pardon. C'est que tu es passé de l'Inde bien bruyante avec des gros moteurs monocylindres 500 cm3 à une vie qui se rapproche plus de l'électrique. Donc comment ça se passe aujourd'hui ? Écoute, mon aventure avec Vintage a pris fin en 2022. Alors déjà en 2019, fin 2019, on est rentré en France. Alex, qui est le patron de la boîte, moi je l'avais plus ou moins dit je reste 2 ans et puis tu vois je savais que ça allait plus être totalement la même expérience une fois en France, quand bien même c'était super, tu vois. Et puis les choses ont fait qu'en 2022 je suis parti, puis en discutant un peu avec Alex, on s'est dit tiens pourquoi pas réfléchir, tu vois, moi j'ai un peu une âme d'entrepreneur aussi, je me dis pourquoi pas essayer quelque chose. Je me sentais pas forcément de partir tu vois à l'aventure entrepreneuriale tout seul, et on a commencé à discuter autour du voyage, de la moto. Au début on parlait de faire pourquoi pas des trips en trail, etc., parce que c'est vrai que le trail, tu vois, c'est quand même vachement à la mode, etc. Et puis en fait on avait besoin d'un truc un peu plus expérimental presque, tu vois. Et on s'est dit on s'est dit pourquoi pas l'électrique, tu vois. L'électrique, moi j'y connais rien, je vais pas avoir un avis négatif comme beaucoup sans avoir essayé déjà, et puis pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Et je dois dire, je te remercie parce que c'est quand même toi qui m'as fait découvrir rencontrer Greg et découvrir cet endroit. Et Greg a une flotte de quelques Electric Motion, qui sont des juste derrière là du coup, et des équivalents 125, donc c'est une moto française qui est fabriquée à côté de Montpellier. Et puis moi j'avais même pas fait de bagnole électrique, je pense, et puis c'est vrai que moi j'ai plutôt à la base comme toi du pétrole qui coule dans les veines, tu vois. Et mais bon, faut essayer, tu vois. On est quand même ouvert, on voyage et tout, pourquoi pas ça, tu vois. Sans rentrer dans le détail écologique, pas écologique. Moi c'est pas que je m'en fous pas, attention, j'ai bien entendu. Et là ce que tu as dit du pétrole dans les veines, mais en fait c'est presque autre chose, c'est juste le kiff dans les veines, en fait. Enfin, moi je parle à titre perso. Moi tant qu'une machine me fasse kiffer, exactement, j'y vais en fait. Exactement. Je peux passer du jet ski qui est dans l'eau en thermique bien sûr, etc. Mais comme un truc électrique en trottinette pour visiter une petite ville et passer dans les petites rues, tu vois. Je suis un peu comme ça. Voilà, c'est juste si c'est fun. Si c'est fun, que c'est sympa à piloter, et ben voilà, j'y vais. Et donc on a cette première expérience avec les Electric Motion. Alors, j'avais essayé un tout petit peu aussi avec Greg une première fois quand je l'avais rencontré. Et en fait, ça a été, je vais pas dire que c'était une révélation, mais pour moi, ça a été un vrai truc différent que j'essaye. Tu vois, c'est pas je passe d'une moto thermique à une autre thermique. Là, je fais vraiment un truc différent. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré parce que les motos sont fun, légères, puissantes, et qu'en fait, moi je suis pas, j'aime le bruit, tu vois, de la belle mécanique, etc. Mais si je l'ai pas, je vais pas en faire tout un fromage. Et puis surtout, j'adore les sports de glisse. Et en fait, moi, le sport de glisse, t'as pas de bruit de moteur, t'as rien du tout. Et en fait, avec la moto électrique, j'ai retrouvé ça. Et puis, ça fait quand même maintenant quelques années qu'on est revenu, qu'on est en France. Et puis, quand tu fais de la bécane, moi j'adore aller faire de la bécane dans les bois, etc. Tu retournes vite à la réalité où ça emmerde tout le monde, en fait. Et en fait, j'ai trouvé une super alternative, en fait.
Donc on s'est dit, il y a un truc, moi je kiffe, donc ouais, je veux faire découvrir ça aux gens. Voilà, une vraie mission, tu vois, faire découvrir ça aux gens. Et en fait, tu t'aperçois que tous les gens qui viennent essayer, ils ressortent, ils ont une banane de fou parce que, ouais, ça fait sens. Non, moi, je suis pas à te dire, je vais changer ma bécane, ma Ténéré du jour au lendemain pour une électrique. Je suis pas du tout comme ça. En fait, c'est là où c'est intéressant. Et comme Greg d'ailleurs, qui est ici, dans son garage, il y a autant de motos électriques que des motos thermiques. Ouais. Il faut savoir que, et c'est ce que tu prônes, on va dire, c'est qu'en fait, c'est compatible les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Tout simplement. Et si, tu vois, j'ai envie de faire de la thermique, je prends une thermique. Si j'ai envie de faire de l'électrique, alors bien sûr, c'est des motos qui restent encore assez chères, etc. Faut être clair là-dessus, tu vois. L'autonomie est bien entendu limitée, mais c'est du plug and play, tu vois. Tu as envie de prendre ta moto 1 heure et aller faire le con dans les bois, tu vas prendre une électrique plus facilement qu'une thermique. Et puis voilà, parce que c'est plus simple. Et il faut juste voir ça comme ça. Et par contre, tu vois, j'adore la vieille mécanique, tu le sais, je suis passionné de vieilles bagnoles et de vieilles bécanes, et je renierai jamais ça. Mais c'est normal, parce que tout va en faveur du thermique. L'histoire, c'est, je veux dire, des véhicules, c'est construit autour du thermique. Et dans le sport, dans la culture, dans tout ce que tu veux. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. On peut bien sûr ce truc. En tout cas, pour l'instant, en tout cas. Ouais, bien sûr. Moi, je suis pas. Voilà, après, honnêtement, je pense pas que ce soit du jour au lendemain comme ça qu'on switch au tout électrique. C'est ça. Tu vois, on a une loi, on a certes une deadline en 2035, mais moi, j'ai jamais vu que les motos étaient concernées. Donc voilà, alors peut-être que je me trompe, hein, les gens rectifieront dans les commentaires, etc. Mais c'est vrai que non, voilà. Et puis je pense que les deux sont pas incompatibles, et voilà, on n'est pas obligé de choisir son camp et de dire, tu sais, moi ça me gonfle ces trucs là sur internet, les commentaires, le mec qui a acheté une électrique, tu vois, il veut dire à tout prix qu'il a fait le meilleur des choix. Le mec qui est en thermique, qui a jamais essayé de l'électrique, qui va dire non mais c'est de la daube, ton Dyson à roulette ou ton machin. non mais sans jamais en avoir essayé. Donc bon, moi je m'en fous, tu vois. À un moment, si tu veux, tu peux te battre là-dessus, tu vois. C'est Raymond DeVos qui disait on a tort d'essayer de faire croire à des personnes des choses, si tu veux, qu'on a raison, alors qu'elles, si tu veux, elles estiment qu'elles n'ont pas tort, quoi. En gros, je sais pas comment te dire, mais ça mène à rien, quoi. Ouais. Voilà, ça mène à rien de réfléchir comme ça. Après, c'est des cas qu'on peut retrouver dans le thermique. Un mec qui achète une GS et un autre qui a acheté une T7, ils vont avoir le même discours. Ils vont dire non mais attends, ton truc c'est trop lourd, ou l'autre qui va dire non mais attends, je prends. Non mais exactement. Donc exactement. C'est vrai qu'il faut pas s'énerver sur ces points-là en tout cas, et se dire voilà. Au pire sur les réseaux sociaux de quoi, Richard, c'est pas marrant, hein. Franchement, moi ça me fait marrer. Tu prends ton pot de popcorn, tu t'installes et tu lis des commentaires électrique versus thermique et tu passes un bon moment, parce que franchement les gens, ils ont de l'imagination. Moi j'adore. Mais bon, après voilà, faut se calmer, quoi. C'est bien pas, sûr. Il y a d'autres combats plus importants, sans doute. Ouais. Je crois qu'il y a un peu plus important. Ouais. Il y a quelque chose qui est fort dans ce que tu fais. Tu disais que tu étais l'idée était d'être pionnier dans quelque chose, et donc là si tu touches du doigt bien sûr quelque chose que personne n'a fait encore en France en tout cas, et là tu vas faire encore, tu passes à un autre step. Tu vas créer un festival. Et j'aimerais que t'en parles. Et toujours dans cette volonté de vouloir faire découvrir ça, parce qu'à force de se pencher dans le milieu électrique, en fait, je m'aperçois que la plupart des gens ne sont pas du tout contre le thermique, qu'il y a plein de petits ateliers. Oui, parce que t'as raison, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que là on a parlé des mecs qui disaient non mais moi je passerai jamais à l'électrique, mais t'as peut-être aussi des gens qui sont dans l'électrique et qui pourrissent un peu le truc en disant mais attends, mais le thermique c'est pas bon, quoi. Pas tellement. Moi tu vois, j'ai rencontré beaucoup de gens qui dans le monde de la moto notamment, tu vois, qui plein de petits ateliers, tu vois, des mecs qui aiment la mécanique à la base. Je parle de la mécanique thermique, mais pareil, ils se sont mis là-dessus, ils créent des trucs, mais c'est extraordinaire. Moi j'adore, franchement, j'adore les Géotrouve tout, tu vois. Et il y en a, mais ils te construisent des trucs électriques dans leur garage et tout, mais en fait c'est pareil, quoi. C'est pas pareil, mais je veux dire, et moi j'ai envie l'essence est la même. Ouais, j'ai envie de les mettre en avant, ces gens-là. Et donc du coup on sort un peu de la moto, parce qu'on fait toutes les mobilités, donc y compris la moto, et on crée le premier festival aventure du véhicule électrique, qui aura lieu donc dans le Morvan les 20, 21, 22 septembre 2024, donc de cette année. Et le but, c'est de venir essayer en fait un véhicule
électrique en dehors des centres urbains ou périphéries urbaines, dans un milieu, tu vois, sympa, en pleine nature. Ça va être un week-end festif, il y aura des concerts, il y a plein de marques de véhicules électriques sympas, toujours liés à l'aventure, tu vois, donc Electric Motion sera là, il y aura Talaria, tu as la marque Energica dans la moto, enfin il y en a pas mal. T'as aussi du 4 roues, t'as un peu de rétrofit, t'as aussi du e-foil, tu sais, sur le lac. Enfin, je rentre pas dans le détail parce qu'après on sort un petit peu de la moto, mais voilà, donc il y a une quarantaine d'exposants aujourd'hui et tu peux venir. 40, c'est énorme en fait. Pour une première édition, je me dis qu'il y a quand même une sacrée attente. Donc on sait pas ce que ça va donner, mais la réalité c'est que 40 exposants pour une première édition d'un concept un peu nouveau, franchement c'est fou. Et honnêtement, t'as envie de te faire ton idée sur l'électrique, viens à ce festival, quoi, parce que là, pour le coup, c'est là que tu vas vraiment te rendre compte des choses. Et puis, ça t'aura plu, ça t'aura pas plu, mais au moins, t'auras passé un bon moment, et puis c'est tout. Exactement. Tu vois, et voilà. On parlait de fun, on parlait de kiff, c'est exactement ça. Tu vas dans ce festival comme tu pourrais aller dans un autre festival, et autour de ça, avec un peu de curiosité, tu peux essayer des choses. Surtout qu'on encourage en plus les gens qui sont en thermique de venir avec leur véhicule, tu vois, et on leur donne même des roadbooks pour que la journée ils puissent aller visiter, tu vois, la région, donc que ce soit en bagnole, en trail, la petite trace trail, enfin tu vois, il y aura tout ce qu'il faut pour bien s'amuser. Donc pour te dire que on est vachement Est-ce que tu as eu des difficultés à créer ce festival ? Ouais, c'est quand même pas mal. Pour une première édition, c'est beaucoup de travail quand même, tu vois. Il faut quand même rechercher aussi un peu des financements. Il faut essayer d'arriver à faire, sans parler de gagner de l'argent. Je te parle vraiment de faire le joint. Il faut aller chercher du financement. Il faut que toutes les marques, et je les en remercie, celles qui participeront pour cette première édition, mettent la main à la poche. Et en fait, le but, c'est de créer un événement annuel. Pourquoi pas, tu vois. Peut-être qu'il n'y aura qu'une édition, peut-être qu'il y en aura plusieurs. Mais ouais, c'est des embûches, quoi. C'est des embûches, c'est franchement pas évident. Faut trouver un lieu, faut que tout le monde soit ok, faut signer des conventions avec toutes les collectivités, trouver de l'argent, c'est du temps, c'est de la négociation, et puis tu sais, sur des projets à long terme, moi j'ai toujours eu un petit peu de mal, faut avoir du recul et de la vision, et quand tu prends un truc comme ça et tu as l'idée un an avant et tu te dis l'année prochaine on fait ça, bon là c'est dans 3 semaines, donc tu vois, c'est bon. Mais donc c'est un peu plus cool, on va dire, ça paraît, même si ça se rapproche, mais parfois c'est plus palpable. Puis t'as des hauts et des bas, tu te dis mais attends, dans quoi je m'embarque et tout. Donc, mais c'est passionnant. Mais est-ce que c'est pas mieux accueilli, parce que on a une image, je dis mais sur le thermique, on veut créer un festival, j'imagine. J'en ai jamais créé de ma vie, peut-être un jour. Dans le thermique, on est quand même mal vu. Quand je dis thermique, demain tu fais un festival Harley pour aller voir les collectivités, etc. Ou quad, ou enduro, etc. Là, pour le coup, ça doit être très complexe. Est-ce que là, ça t'a pas servi en disant, je fais de l'électrique, c'est nouveau et alors, t'as raison. Ouais. T'as raison, ça m'a servi parce que effectivement, quand t'arrives avec, c'est un peu le vent en poupe, pas forcément chez tous les gens, mais c'est vrai que vis-à-vis des collectivités notamment et des entreprises qui se travaillent là-dedans, je pense à Enedis ou à plein d'entreprises. Je dis ça parce qu'Enedis est l'un de nos partenaires avec GCK Énergie. C'est vrai que ils sont dedans et c'est des boîtes, tu vois, qui ont quand même un peu de ressources et tout. Et donc oui, ça a été plus simple forcément, et puis un petit peu mieux accueilli par la population parce que c'est électrique, donc on va pas faire de bruit, etc. En tout cas, c'est un festival, donc ça fera du bruit, mais je veux dire, voilà, tu vois, c'est quand même un peu plus acceptable, on va dire, que le thermique. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu veux organiser un événement enduro, franchement, je tire mon chapeau aux organisateurs, parce que ça doit être une galère, mais monstre, quoi. Alors après, c'est toujours pareil, quoi. Faut aussi voir que ça apporte aussi ça ramène beaucoup de monde, que ça fait tourner l'économie locale, etc., etc. Donc voilà. Là, tu as été très bien accueilli par les collectivités, ça t'a aidé, etc. Les marques aussi ont répondu à l'appel, tu viens de le dire. Là, tu commences à être dans la commercialisation, t'en parles. L'idée aussi du podcast, c'est aussi d'en parler. Ouais, d'en parler, tu vois. Moi, j'y serai avec grand plaisir, avec beaucoup de curiosité. Trop cool. Alors, tu parlais de thermique. Moi, je vais venir en Ducat ou avec ma Royale et sans doute en 4x4. Donc, pour le coup, j'y vais vraiment en mode curieux. J'ai déjà testé les e-motion, j'ai déjà beaucoup aimé. Alors, pas longtemps, mais ça sera dans un autre podcast. On racontera ça. On dira pourquoi. Faudra l'expliquer. Ouais, on dira pourquoi j'en ai pas fait longtemps. Et c'est pas de mon ressort, mais plutôt de Guillaume. mais voilà. Et puis surtout, c'est très important de se dire,
Tu l'as parlé, vraiment d'être curieux. Ouais, c'est ça. Comment ça a été accueilli, toi, de ton côté là? T'as commencé à en parler. Je parle du grand public là. Non, du grand public. Alors beaucoup de bien quand même, d'une manière générale. Alors c'est sûr que quand tu communiques, tu peux pas tout dire. Tu peux pas, tu vois, expliquer comme dans cette vidéo et dire, voilà quelles sont nos intentions, quelle est notre mission. Nous, on veut juste faire découvrir une alternative à des passionnés d'aventure motorisée. On parle pas de durabilité, on parle pas de venez voir, tu vois. Là, t'as pas le temps d'expliquer vraiment tout ça quand tu fais de la communication. Donc, sur les réseaux sociaux, ça trash un petit peu quand même, tu vois. Mais ça m'atteint pas parce qu'au moins, au moins, on en parle. Tu vois. On en parle, voilà. Et les gens ont le droit d'avoir leurs avis et il n'y a pas de souci. Mais d'une manière générale, c'est bien accueilli. Puis c'est quand même un week-end qui va être sympa. Tu vois, bien sûr. Tu peux essayer des véhicules. Enfin, c'est top, quoi. Donc, à 3 semaines du festival, toi, tu te sens comment là? T'as parlé beaucoup de stress, d'embûches, etc. Là, tu te sens comment là? Franchement, ça va. Franchement, ça va parce que tout est à peu près calé, tu vois. Donc honnêtement, ça va filer. Après, t'es toujours tributaire. Est-ce qu'on va avoir assez de monde pour une première année? Est-ce qu'il va faire beau? Parce que là, quand même, quand tu fais un festival en extérieur, c'est ça qui prime le plus. C'est quand même la météo. Est-ce que les gens vont être contents? Tu vois, tout ça, bien sûr. Mais après, qu'est-ce que tu veux? À un moment, faut y aller. Il faut que chacun vienne avec sa bonne humeur et qu'on fasse un bel événement. Et peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième édition. Et peut-être que mettons-nous pas la pression. Okay. Amusons-nous. Écoute, amusons-nous. C'est tout ce que je te souhaite. Moi, je sais que je vais m'amuser. Déjà parce que tu seras là. Alors, tu seras sans doute quand même pas mal occupé. Tu parlais qu'il y a bien sûr il y a de la moto électrique, etc. Mais moi, le e-foil, j'ai eu la chance d'en voir en Albanie, je crois. Ouais. Ça a l'air dingue. Ouais, donc, et puis moi, j'étais sur la plage et ça m'a pas embêté en fait de voir un mec qui faisait du e-foil. Au contraire, c'était plutôt classe et ça faisait pas de bruit. Donc, je pense qu'il y a plein de choses sur l'électrique qui sont positifs et j'ai peu de doutes sur le fait que ça va être une réussite ce festival. En tout cas, Rider Radio et l'équipe te souhaitent un bon festival. C'est cool. On sera là, nous. On va faire quelques images et on ira interviewer quelques mecs qui font de l'électrique. Donc moi, j'ai très très hâte de venir là-haut. On pourrait reparler des dates, c'est 20, 21, 22 20, 21, 22 septembre. Okay. Voilà, donc c'est vendredi, samedi, dimanche avec concert le vendredi soir et samedi soir. Ok. Voilà. Et donc de toute façon, je mettrai quelques liens. Avec plaisir, franchement, c'est trop sympa. Bon, cool. On arrive sur la fin de l'épisode, on a la fin du podcast. Et pour cette nouvelle saison, moi je voulais poser des questions un peu en vrac. Vas-y. Là, il y avait une certaine chronologie. J'essaye d'être un peu pro, tu vois. Vas-y. Mais sur la fin, voilà, on est un peu plus tranquille, même si c'était plutôt cool. Tu préfères rouler en GS ou sur une électrique? C'est dur. Je sais pas. C'est quand même moi ce que j'utilise en électrique, c'est quand même complètement différent d'une GS et j'aime l'électrique parce que je fais des trucs plutôt trialisant et c'est ce qui me fait quand même dans la moto un peu plus kiffer, tu vois. Du coup en électrique, ouais. Ok. Tu trouves que c'est plus pratique de rouler sans jambes ou sans bras? Sans jambes. Sans jambes? Ouais. Mais tu sais qu'on a eu, je t'ai raconté cette histoire, on a eu un mec à l'époque chez Vintage. Non mais c'est moi qui l'ai guidé, ouais. Il avait un bras amorphe, ouais. Il avait un bras amorphe pour l'anecdote en fait. Donc j'ai guidé au Népal. J'ai perdu son nom, mais un mec extraordinaire. Il était venu un petit peu plus tôt. Adapter sa moto. Ouais. Il avait, en plus, c'était son bras droit, je crois, qui était amorphe. Il a eu un accident en fait, et il a perdu toute l'utilité de son bras droit. Et en fait, on a adapté mis le frein, toutes les commandes à gauche. Donc l'accélérateur, le frein, l'embrayage à gauche. Il freinait bien sûr beaucoup. Et puis la Royale, de toute façon, tu freines énormément du pied droit. Et on fait le Népal. Et le Népal, c'est le Mustang. Donc le Mustang, pour ceux qui connaissent pas, c'est une région reculée du Népal et qui est un peu ardos, surtout en bulette. Les bulettes, nous, c'est des motos qu'on adore, qui n'est pas forcément adaptée à tous les endroits où on va, mais en fait, elle passe partout. Elle passe partout. Elle fait le taf. Elle passe partout. Et donc, il a été extraordinaire. Il nous a donné une leçon de résilience parce que là, je fais des petites blagues comme ça et tout, mais pour ceux qui ont les handicaps, pour le coup, on le voit en ce moment, c'est les JO, en fait tout est possible et la moto et la bécane aussi c'est possible même avec des handicaps. Mais je me souviens, je l'avais eu au téléphone et puis quand son pote m'avait dit j'ai un pote qui vient qui veut absolument venir, bon il a son handicap.
Et moi j'étais là, mais ça va être compliqué et tout. Ouais. Et en fait, je l'ai eu au téléphone et tout de suite j'avais dit, ok, c'est bon. Le mec savait exactement qu'il fallait qu'il arrive 2 jours Exactement. avant. Ouais. C'était ok. Vas-y. Non, Et ça s'est bien passé. Et puis c'est un niveau normal, quoi. Enfin, je veux dire, t'étais pas à dire bon, on l'attend, machin. Non, c'est. Enfin, tu me le dis pas, ça se voit pas, quoi. Ouais. Non, c'était fou. Ouais. T'es plutôt roux ou blond vénitien? Je sais pas trop. J'ai jamais su si j'étais roux ou blond vénitien. Allez, roux, je suis roux. Forcément, quand on roule en électrique, on mange du quinoa ou pas? Ouais, bah j'ai arrêté la viande, moi, tu sais. Ah ouais, d'accord. J'ai arrêté la viande, je bouffe du quinoa. Ok. Et tu sais, cette histoire, ça me fait marrer parce que. Alors, je dis ça parce qu'en fait, dans un commentaire d'une de tes publications qui parle du e-Adventure Festival, il y a un mec qui a dit ça. Ouais. Il y a un mec qui a dit ça, mais le problème, c'est que les gens sont pas du tout comme ça. Les gens sont pas du tout comme ça. Et puis surtout, tu sais, les gens qui roulent en électrique sont pris pour des écolos. Mais tu sais, t'as toujours plus écolo que l'écolo. Hein. Donc en réalité, le vrai écolo, il a pas envie d'électrique non plus. Hein. Ouais. Donc c'est ça, en fait, la vérité. Ouais. Mais non, j'ai pas arrêté la viande, j'ai pas arrêté tout ça. Merde. Ça marche. Merci Guillaume, merci d'être venu ici jusqu'à Voleurs-Montagne. Ouais. Je remercie bien sûr Greg qui nous a laissé avec plaisir ce magnifique garage où il y a autant de motos électriques que de motos thermiques. Moi je te souhaite un bon festival, merci beaucoup. On se revoit là-bas. N'hésitez pas, vous qui écoutez le podcast ou ceux qui le voient pour la première fois, parce que maintenant on passe à la vidéo, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, si ça vous a plu... d'en parler à beaucoup de monde et vraiment faire un maximum de pub pour le podcast et de mettre un commentaire 5 étoiles, enfin tout ce que vous pouvez, abonnez-vous. Et puis il y a un truc aussi qui est intéressant et que j'aimerais savoir, et on finira cet épisode, c'est qui aimerais-tu écouter sur ce podcast? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire et que tu aimerais écouter sur ce podcast? Une musique, quoi. Pas une musique, pardon. Un aventurier, excuse-moi. Ouais, mais je sais qu'il va pas forcément. Je sais pas s'il sera d'accord. Mais François, j'aimerais bien voir François. J'aimerais bien voir François parce que François, c'est. Nous, on parle de nos voyages, etc. C'est cool. Lui, c'est sa vie, en fait, depuis je sais pas combien d'années, quoi, tu vois. Et donc, ouais, j'aimerais bien qu'un jour, ce mec-là... mais même, limite le couple Sophie et François, tu vois, je trouve que c'est... qui nous parle, en fait, de leur vie. J'aimerais bien. Je sais pas s'il acceptera, mais ouais. Bah écoute, je lui renvoie l'invitation parce que je lui ai déjà demandé et en effet François c'est le baroudeur et c'est vrai qu'il s'étend pas trop sur ce qu'il fait, mais je suis carrément d'accord, ça serait cool qu'il soit sur le podcast avec Sophie bien sûr. Guillaume, à bientôt. Merci Richard. Allez, ciao mec. Salut.